Donc bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cet événement Femmes et Numérique, même si certains d'entre vous sont obligés de participer. CF mes étudiants. Donc on est aujourd'hui parmi vous pour sensibiliser sur la cause des femmes dans les métiers du numérique et tout simplement dans les métiers de la direction. Vous avez avec vous ici 3 personnes différentes, dont 2 que je connais particulièrement bien. Donc sur ma gauche, vous avez Pamela Watebled-Meftali, chef d'entreprise. Au milieu, Madame Nathalie Mitton, qui est directrice de recherche au Centre de la recherche nationale en informatique, autrement appelé l'INRI à Lille. Et vous avez Madame, que je connais moins bien, Madame Verquin-Watebled, qui travaille à la Banque de France. Donc l'objectif de cet atelier, c'est aussi de montrer que bien évidemment, les études mènent à des métiers, à des hautes fonctions, que ce soit dans le privé, dans la recherche ou dans la haute fonction publique ou assimilée, pour être précis, et que tout ça, ça s'est passé avec des études parfois longues, au minimum Bac+5, parfois encore plus longues, Bac+8, et que les femmes, bien sûr, ont leur place là-dedans, même si on va un peu le constater, là aussi quand même, il y a quand même une certaine pénurie de femmes et vous êtes sous-représentées. Donc je vais laisser chacune des intervenantes se présenter et raconter un petit peu son parcours, comment elle en est arrivée là. Donc Pamela. Bonjour à tous, merci de m'accueillir Nicolas, tout pour commencer. Donc moi j'ai un parcours purement IT au départ, donc un master en informatique. J'ai démarré une thèse que j'ai abandonnée après 2 ans et demi pour des raisons personnelles. Et je me suis lancée dans le monde du privé, et donc démarrer par des sociétés de services en tant que développeuse C, tout simplement, tout au départ. Mon parcours et le fait que j'ai pu faire des études longues m'a très rapidement fait monter, en fait. C'est-à-dire que 6 mois après, je suis passée de développeuse à chef de projet, à responsable d'application technique chez mon client. Donc 2 ans après, j'ai pu changer, puis rechanger, puis je suis passée directrice de projet. 5 ans après, j'ai été contactée par ma société actuellement. Donc c'est une société, on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises lors de digitalisation et de prise en main des outils digitaux. On fait de la formation dans les entreprises avec une plateforme de e-learning et différents outils pour aider la formation. Donc ils m'ont recruté en tant que responsable de l'équipe développement, responsable de toute la production. Donc je n'ai pas que les développeurs en main. Et puis très rapidement, je suis rentrée associée 1 an et demi après. Et donc maintenant, je suis aussi co-gérante depuis quelques mois maintenant. Et c'est réellement mon parcours IT d'experte et Bac+5 m'a donné plein de compétences transverses qui m'ont permis de grimper relativement vite. Puisqu'au final, j'ai commencé en tant que développeuse C en 2013. En 2018, j'étais déjà responsable de production d'une PME de 40 et je suis gérante en 2022. Donc ça a été très très rapide. Je pense que les femmes ont toute leur place en effet dans le numérique. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis restée dans un parcours plus académique. Donc, j'ai passé un bac scientifique à l'époque. Ça s'appelait comme ça, bac S. J'ai enchaîné sur une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur qui avait la particularité d'avoir la classe prépa intégrée. Donc, on nous formait déjà aux formations des spécialités de l'école d'ingénieur. Et à l'époque, avec une école d'ingénieur, on ne pouvait pas faire une thèse. Il fallait un diplôme qu'on appelait un DEA. L'équivalent du master recherche en fait. Et donc j'ai eu la chance que mes enseignants de l'école d'ingénieur m'adaptent mon parcours de la dernière année pour que je puisse avoir les 2 diplômes la même année. Comme ça j'ai gagné 1 an. Et avec mon DEA, j'ai commencé une thèse. Et la thèse m'a permis justement d'entrer dans un institut de recherche public, donc l'INRIA, en tant que chercheur. J'ai été recrutée directement suite à ma thèse. Donc c'est un recrutement un peu différent que dans le privé parce qu'on doit passer par des concours de la fonction publique pour pouvoir être recruté chercheur. Mais très rapidement, comme Pamela, le fait d'avoir eu déjà cette formation d'école d'ingénieur où
On a en même temps toutes ces notions de management de projet, de management tout court, de conduite de projet, de transdisciplinarité avec aussi un aspect sur les sciences humaines et la place des sciences humaines dans l'accompagnement du numérique. Ça nous permet de voir un peu les choses autrement, après avec la conduite de la thèse. Et donc, de chercheur dans une équipe, j'ai très vite monté ma propre équipe. Et même déjà, quand j'étais chercheur dans une autre équipe, on m'a donné l'opportunité d'encadrer mes propres thèses, n'est-ce pas Nico? Et par la suite, j'ai donc créé mon équipe. Là, maintenant, je suis toujours responsable de cette équipe, avec en plus d'autres responsabilités au sein de l'Institut. Et une grande liberté sur les choix, sur les sujets sur lesquels je travaille et sur ma réalisation de travail au quotidien. Donc, ce qui est aussi très important. Et donc oui, les femmes... donc INRIA, c'est de la recherche en informatique et mathématiques uniquement, contrairement au CNRS qui va toucher à toutes les sciences. Et donc c'est vrai qu'on est quand même moins nombreuses que les hommes. On pourra revenir un peu là-dessus sur les questions d'après. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ce ne sera pas du tout redondant avec ce qui a été présenté avant, parce que moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, beaucoup moins scientifique, nobody's perfect, puisque donc moi, j'ai fait une formation. Alors, j'ai aussi un bac scientifique, parce que mes parents visaient un peu l'excellence et dire c'est mieux les bacs scientifiques. Et après, je me suis orientée vers... j'ai fait une formation donc à Sciences Po. Sciences Po Strasbourg, et après j'ai enchaîné avec ma dernière année une prépa ENA pour faire les concours administratifs. Et coup de chance, en fait, j'étais sur une filière un peu plus administrative, un peu par erreur d'orientation au départ, parce que je ne savais peut-être pas trop vers quoi je voulais m'orienter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais passionnée d'économie, donc j'ai pris toutes les options économiques possibles. Voilà. Et lors de ma prépa ENA, je suis tombée sur un prof d'économie qui venait de la Banque de France. Voilà. Et donc, ce prof m'a dit, mais tu es passionné d'économie, qu'est-ce que tu fais dans une filière administrative? Pourquoi tu fais du droit public, du droit constitutionnel? Et voilà. Et donc, j'ai passé le concours de la Banque de France, et je suis à la Banque de France depuis que je suis toute petite. Je suis rentrée donc à 23 ans. Et effectivement, la chance de rentrer un peu capée en termes d'études m'a permis aussi d'avoir un poste à responsabilité tout de suite. Donc je suis rentrée à la Banque de France, on m'a dit, tu es rentrée cadre de direction, donc tu vas manager, tu sais manager. Et j'ai tout de suite eu une équipe de 10 personnes, et donc c'est vrai que très vite, j'ai pu enchaîner. Clairement, je suis très fière de mon entreprise à la Banque de France. Je pense que la Banque de France fait beaucoup d'efforts pour la parité. Et objectivement, j'ai même jamais ressenti de fait qu'il y aurait de différence. Enfin, ça ne me passait même pas par l'esprit. Dans les faits, c'était toujours à la loyale, et j'ai eu des postes, je pense, au mérite. Et j'ai pu cranter très vite. Donc aujourd'hui, je suis directrice régionale. On me le reproche quand je dis directeur régional. Alors j'ai directrice régionale pour la région des Hauts-de-France, au niveau de la Banque de France. Et donc il y a 370 personnes dans la région des Hauts-de-France sur un peu plus d'une dizaine de sites. Donc, non, c'est bon, j'en ai un aussi. Donc, de belles réussites très différentes quand même. On peut dire, Nathalie, Madame Mitton, excusez-moi, mais je connais très bien, donc un parcours très académique, très linéaire. Pamela, je pense que tu peux raconter que ton parcours n'a pas été si linéaire que ça. Par exemple, particularité, tu n'as pas le bac. En effet, en fait, si j'ai eu quelques soucis... En tant que femme, en fait, ce n'est pas en tant que femme que j'ai des problèmes dans mon parcours, c'est plutôt en tant que mère, puisque j'ai 3 enfants. Donc ma première fille, moi je suis tombée enceinte, j'étais au lycée, donc j'ai démarré ma terminale, lycée catholique, etc. Donc on m'a gentiment remerciée en me disant c'est bien, la porte elle est là si tu veux, vers ton enfant arrière. Et en fait, après, j'ai été bloquée avec un enfant, avec un bébé. Donc, mon mari était, lui, étudiant en thèse, puisqu'on s'est mariés. Hein. Et j'ai dû attendre que ma fille rentre à l'école à 3 ans, puisque payer une nourrice pour aller faire des études, c'est compliqué. Donc, j'ai dû attendre que ma fille rentre à l'école à 3 ans pour faire l'équivalence au bac, en fait, à la fac, et rentrer, et me battre après, d'ailleurs, pour rentrer dans un parcours standard universitaire, donc en licence MIMP.
Pareil, donc mon parcours continue. Ma démission lors de ma thèse est encore due à ma deuxième grossesse, puisque deuxième grossesse, j'étais en thèse entre Lille et Lorient. Deuxième année, j'ai eu mon deuxième enfant. J'approchais quand même les 29 ans, donc on en avait aussi envie, c'était une volonté. Cependant, ma fille est née un petit peu tôt avant que je soutienne et je ne pouvais pas du tout faire des allers-retours avec un bébé de 6 mois et une deuxième fille de 8 ans basée sur Lille. Troisième enfant. Là, j'étais bien, j'étais en mission, enfin, c'était plutôt pas mal. Sauf que, cependant, j'ai voulu passer à un 80% pour 6 mois pour m'occuper de mon enfant. Et là, on m'a gentiment expliqué que c'était pas possible, hein, puisque mon client n'allait pas accepter de passer à 80%. Donc, j'ai subi encore cette troisième. Et je n'ai pas de quatrième enfant, également à cause de ma carrière. Et cette fois-ci, j'ai fait plutôt le sacrifice d'une quatrième maternité, puisqu'en 2017, avant de rentrer dans ma société, on souhaitait cet enfant. Et quand mon cursus quand j'étais en train de commencer à me dire bon, ok, je vais signer, on a stoppé ce bébé puisque c'était inconcevable 6 mois après de rentrer dans une société enceinte de 6 mois. Donc en se disant période d'essai de 8 mois, un cadre, c'est pas possible. Donc ce n'est pas en tant que femme, je vais dire que j'ai eu des soucis dans ma carrière, puisqu'en Haïti, au contraire, hein, honnêtement, enfin, malheureusement, j'allais dire, puisque je suis contre, mais il y a beaucoup de discrimination positive. Hein, quand on est une femme et qu'on développe, bizarrement, on se retrouve avec 40 hommes à côté en train de vouloir nous aider. Mais si, t'as besoin d'aide. Non, mais c'est bon. Non, mais si, t'as besoin d'aide. Mais réellement, en tant que mère et physiologiquement, cependant, cette chose-là, j'allais dire, mon mari m'a quand même toujours soutenue et m'a toujours laissé faire. Et c'est lui, des fois, qui a mis un peu en stand-by sa carrière, en fait, pour pouvoir m'aider. Donc, mais je me demande souvent, est-ce qu'un homme qui aurait demandé à 80%, ça aurait été peut-être aussi mal vu qu'une femme. Voilà. Merci pour ces morceaux très personnels. Sur un thème un peu plus général, Nathalie, des statistiques récentes sont sorties sur la désaffection des femmes dans la recherche. Et le numérique, l'informatique est vraiment un domaine critique. Il y a moins de 20% de chercheuses en informatique comparé aux hommes, donc un univers très masculin dont on n'a pas forcément conscience. Quand on va au centre de Lille, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater dans ton quotidien, être souvent la seule femme dans un board d'hommes ? Très souvent, oui. Non, très très souvent. Je suis pas la seule chercheuse femme à l'INRIA, à Lille en tout cas, mais voilà, les statistiques sont ça. Je sais que même la direction, au niveau du siège de Paris, il n'y a pas de femmes. Ça a même été déploré. Même dans les responsables d'équipe, on est très peu. Donc, effectivement, la première cause, c'est que déjà, il y a de moins en moins de femmes qui vont faire des études scientifiques. Donc déjà, si on reprend au départ, il y en a moins. C'est dommage. C'est aussi, comme le disait Pamela, quand on est une femme et qu'on commence à faire des maths, c'est « Oh, attends, tu vas pas y arriver, je vais t'aider. » On est, je sais pas pourquoi, de façon inconsciente. Les gens ne font pas forcément attention, mais c'est non, mais elle peut pas le faire. Si, je sais coder aussi bien que toi, je sais réfléchir aussi bien que toi. Et c'est vrai que très souvent, oui, j'ai été confrontée même à mes étudiants. Alors, tu étais peut-être une exception, mais où par défaut, je disais des bêtises. Donc, il fallait vérifier 3 fois plus que ça, ce que je disais, ou alors on n'en tenait pas rigueur, parce que voilà, c'est moi qui l'avais dit. Donc, au bout d'un moment. Maintenant, je commence à vieillir aussi, donc j'ai aussi l'âge qui fait qu'on me croit un peu plus. Mais quand on est encore plus jeune et qu'on est une femme, par défaut, qu'est-ce qu'elle raconte ? Et ça, de façon surprenante, j'ai plus cette attitude de la part de gens plus jeunes que moi, donc mes étudiants, que mes collègues. Mes collègues qui, sont soit de la même génération que moi, soit un peu plus âgés, me considèrent mieux quelque part. C'est assez surprenant, mais effectivement, donc, pour dire oui, tu vas pas y arriver. Du coup, Madame Verquin-Wettebled, de votre côté, moi j'ai un petit peu regardé la Banque de France. Il n'y a jamais eu un directeur de la Banque de France nationale qui soit une femme.
Alors, vous dites, vous n'avez pas perçu de ségrégation ou de différenciation. Est-ce que quand même vous voyez votre environnement au quotidien comme étant un exemple de mixité, ou vous constatez quand même que vous êtes une minorité dans la population de la Banque de France ? Alors effectivement, le gouverneur, ça fait un peu vintage, c'est pas directeur, c'est gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, effectivement est un homme, mais quand même notre patronne à nous, c'est donc Christine Lagarde, qui est patronne de la BCE. Et donc voilà, on a quand même au sommet de la pyramide, on a une femme. Oui, alors le sujet, c'est que tout simplement, moi je le vois bien, même au niveau des postes de directeurs régionaux, aujourd'hui, il y a 3 femmes sur 13 régions. Il faut le temps de monter, je dirais, dans la hiérarchie, puisqu'en fait, on n'est pas, pour être directeur régional, il faut d'abord avoir été directeur. Pour être directeur, il faut avoir été chef de service, voire plusieurs chefs de service sur des services relativement importants. Donc aujourd'hui, on a un vivier. On part de loin, hein, très, très objectivement. Moi, quand je suis rentrée dans mon concours, on devait être 3 ou 4 femmes sur une vingtaine. Donc il faut le temps de cranter. Hein. Donc c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu de retard. On a encore du retard sur les postes de direction. On a quand même une entreprise qui fait vraiment l'effort sur chaque poste maintenant. Notre DGRH, à chaque fois qu'il y a un poste de directeur ou de DG, systématiquement, on veut avoir en compétition un homme, une femme. Il faut au moins qu'il y ait 2 candidatures, dont une femme. Et alors la difficulté qu'on peut avoir d'une, c'est que le vivier, il faut le temps qu'il se constitue et qu'il mature un peu en termes d'âge. Donc ça, on voit bien qu'on a quand même des générations de femmes qui arrivent, mais ça sera plus dans les 5-10 ans à venir. Il faut laisser un peu le temps au temps. Et puis la deuxième chose quand même, et la DGRH me dit que quand ils vont chercher un homme, une femme pour le proposer sur chaque poste, pour qu'on puisse choisir à la loyale, les femmes se mettent souvent beaucoup d'obstacles et se mettent beaucoup d'exigences. C'est-à-dire qu'en gros, sur un poste où il y a une dizaine d'attendus, on a parfois des hommes qui vont y aller en disant moi j'ai 2-3 compétences, là ça je sais pas faire mais c'est pas compliqué, j'apprendrai. Et puis ça d'ailleurs, pourquoi ils l'ont mis dans le poste, dans les faits, je vois pas pourquoi ils nous demandent cet attendu-là. Une femme à la limite va y aller que quand elle a au moins 9 coches sur 10. Voilà. Et ça c'est vraiment le souci que me dit la DGRH, c'est que systématiquement elle doit mettre en confiance. Certaines femmes me disent mais ce poste-là, moi je peux pas prendre parce que ça je connais pas, ça j'ai pas eu le temps de me former et ça je suis pas sûre que je sache faire, donc je ne corresponds pas à l'attendu. Donc on a une sorte de... Alors je pense que c'est lié aussi peut-être un peu à l'atavisme, à l'image historique qu'on peut avoir sur des postes importants en termes de hiérarchie, où on se met une sorte de pression, certainement supérieure. Et moi je l'ai vu parfois sur des postes où moi je recrutais. J'avais parfois des candidatures masculines qui répondaient absolument pas aux attentes. Mais il y avait un petit côté même pas peur hein, sur certains postes, où j'ai rarement eu des femmes qui disaient « je sais rien faire, je candidate quand même ». Ça, cette version-là, je ne l'ai pas eue. Donc voilà, je pense que le poids du passé fait qu'on a encore des exigences très fortes. Sur certains postes, peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc on doit souvent être en remise en confiance quand on a des candidatures féminines ou pour les stimuler. Alors du coup, c'est une très bonne transition, même si vous l'avez toutes chacune un peu évoqué. Et là, vous l'avez évoqué clairement pour la Banque de France, qui a une volonté une très forte volonté d'aligner hommes et femmes sur chaque poste. Est-ce que vous avez connaissance ou vous participez à des programmes de sensibilisation pour vos métiers, spécifiquement en direction des femmes ? Je pense par exemple à HTML, qui se fait pour le numérique, Numériquel et ainsi de suite. Il y a énormément de programmes. Est-ce que vous les connaissiez ? Ou tout simplement à la Banque de France, est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous participez dedans ? Et c'est quoi votre position par rapport à ça ? Position qui des fois peut être quand même un peu contestable ou contestée. Je vous laisse la parole. Partagez. Numériquel, par exemple, je le connais. Après, j'en connais pas plus que ça. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements. Alors, moi, voilà, je suis comme Pamela, je suis même carrément contre la ségrégation positive. Mais là où je me sers plus ou moins de ces événements, c'est plus pour justement lever ces autocensures qu'on observe, parce que c'est pareil dans la recherche. On voit que quand il y a des promotions à demander, les femmes s'autocensurent beaucoup plus que les hommes. Et donc, on cherche soit à lever cette autocensure, soit à sensibiliser les femmes au fait que déjà, elles peuvent y arriver. Elles peuvent aussi faire des études scientifiques, parce que voilà, le problème dans notre cas, c'est que déjà, en retournant vraiment en arrière, il y a moins de femmes qui font des sciences. Mais déjà, quand je passais le bac, on n'était pas nombreuses en bac scientifique comparé au bac littéraire ou au bac éco.
Ou en général, si les femmes faisaient des bacs scientifiques, elles allaient en bio. Elles n'allaient pas en maths, en physique ou... Bon, alors pourquoi, je ne sais pas. Mais donc c'est plus les sensibiliser au fait que c'est pas parce que ce sont des femmes c'est pas parce que vous êtes des femmes, mesdemoiselles, que vous devez vous opposer à faire des maths. Je veux dire, c'est une matière comme une autre. Il y a des femmes mathématiciennes très connues, physiciennes très connues, et voilà. Donc c'est plus, pas dans le sens de ségrégation positive, mais plus, voilà, aussi, vous pouvez y arriver, allez-y. Voilà. Alors, c'est pas simple comme question parce qu'en effet, on a des avis très personnels. Moi, la ségrégation positive, honnêtement, je suis pas forcément pour. Après, je me dis, est-ce qu'il faut passer par là pour aider et changer finalement les mœurs? Parce que moi, je pense que ça démarre, mais vraiment tout petit et dès l'enfance. Un garçon de 4-5 ans qui tombe par terre, je sais pas qu'on va dire, allez, t'es un homme, relève-toi. Une fille qui tombe par terre, c'est encore trop souvent « Oh, ma petite chérie, allez, ça va aller, viens ». Et en fait, on pousse les hommes quand même. J'ai l'impression qu'on pousse les hommes plus dans la compétition. Dans la compétition, il faut être fort, il faut y aller. Mais si, tu peux y arriver, tu vas y arriver, c'est sûr, tu sais, en fait. Et quand on arrive, du coup, au niveau « Est-ce que je fais un bac S, un bac L ?» Le bac S, quand même, et les maths sont vus comme l'excellence, la compétition. Et donc, je pense, mais c'est juste vraiment un avis personnel, que les hommes vont plus avoir tendance à y aller. Et les filles qu'on chouchoute un petit peu, etc., bon, oui, je ne sais pas trop. J'ai vu une petite fille qui passait sa journée à me dire à 11-12 ans, « Oh, mais je suis trop bête. Oh, mais j'y ai pas pensé. Oh là là, mais oh non, ah mince, je suis bête. » On voit moins des garçons dire toute la journée, « Ah non, mais je suis bête, en fait. » Donc, c'est dès le démarrage de l'enfance, certainement, où il y a des choses à faire, selon moi. Voilà. Juste pour compléter sur cette question, très clairement, je ne suis pas non plus pour les quotas et pour la discrimination positive. Et bon, dans certains clubs de femmes, je me sens un peu isolée quand je tiens ce discours. Par contre, je crois beaucoup au rôle modèle. C'est-à-dire que c'est pour ça que même si je ne suis pas une fanatique des quotas et du côté un peu belliciste sur la question, je crois quand même beaucoup au rôle modèle parce qu'effectivement, je suis assez d'accord et ça commence tout petit. Avec mon mari et mes enfants, on voyage beaucoup et honnêtement, j'ai jamais pris l'avion où c'était une femme pilote. Tout simplement. J'ai juste pensé à ça parce que je suis dans un réseau de femmes à la Banque de France qui s'appelle Talentuel et on avait fait venir témoigner une femme qui était pilote d'un Boeing chez Air France. Elle disait qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais qu'il n'y avait pas de raison d'ailleurs, parce que là aussi, c'est pas une épreuve de force de piloter. Ça a l'air très gros un Boeing, mais d'être pilote, il n'y a pas un aspect physique dans le pilotage d'un avion. Et je me suis dit, mais il y a quand même un aspect rôle modèle. Est-ce que ma fille, depuis le temps qu'on prend l'avion, depuis qu'elle est toute petite, elle n'a absolument, quand on voit arriver l'équipage, elle voit toujours arriver un gars en costume avec des filles derrière. Là, c'est plutôt pour faire le service, la partie bar et boisson et voilà et plateau repas. Et donc je me dis, est-ce que intuitivement, voilà, est-ce qu'elle va se projeter sur une fonction de pilote, parce que dans les faits, elle n'en a jamais vu. Alors il y en a, mais bon, moi, franchement, on voyage beaucoup et je n'ai jamais vu un pilote qui était une femme. Même quand parfois il prend la parole, on n'entend jamais une voix féminine. Après, on entend les hôtesses. Mais donc ça veut dire que toute petite, elle va se dire, elle va se projeter hôtesse plutôt que pilote. Donc il y a quand même cette importance des rôles modèles. Et là, je pense qu'on a un rôle à jouer. Là, par contre, je ménage pas ma peine pour communiquer, pour donner cette image de dire, mais il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de raison de ne pas être pilote, il n'y a pas de sujet pour être directeur dans la fonction publique, dans la haute fonction publique, etc. Donc, importance des rôles modèles, quand même. Je suis complètement d'accord. Enfin, moi, j'ai 3 filles, donc en effet, je suis vraiment leur modèle. Elles veulent tous être docteurs. Il y en a une qui veut être pilote parce qu'on voyage beaucoup. Et Marilou, 8 ans, on a fait son baptême de l'air et son rêve, c'est d'être pilote. Et en effet, je me suis renseignée si c'était même possible. C'est-à-dire, même dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'être pilote de ligne parce qu'on n'en voit pas. Donc, et je ne sais pas si ma fille aurait voulu être pilote si j'étais pas une femme forte dirigeante au final.
C'est bon, moi j'en ai un. Je ne suis pas très galant d'ailleurs, j'ai le portable. Et du coup, justement, par rapport à vous parlez de l'exemple de tes filles ou de vos visions, et donc le mentoring serait peut-être une solution à ces questions-là. Mais moi j'avais une question aussi, c'est quand vous étiez petite fille, vous vous voyez chef d'entreprise, chercheuse, directrice dans la haute fonction publique. C'est quoi qu'est-ce qui vous a guidé dans votre carrière? C'était la réussite, la science, le service aux autres. Voilà. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a guidé? Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles qui vous ont un petit peu réorienté, comme c'est le faire la vie? Alors, en plus, moi, j'ai mon père qui est militaire et j'ai eu une maman au foyer. Donc, typiquement, la maman au foyer qui s'occupe des 3 enfants et mon père militaire. Sauf que comme toute petite fille, j'étais amoureuse de mon papa. Et donc, je partais chasser avec mon papa, je partais pêcher avec mon papa, première née. Et je pense que, du coup, mon père m'a toujours poussée dans cette compétition, en fait. Et je me suis pas jamais imaginé ne pas faire d'études. Je me suis imaginé ne pas avoir d'enfants, je me suis imaginé ne pas être mariée, mais jamais ne pas faire d'études et faire des sciences. C'était très important pour moi. Moi, j'ai toujours aimé les sciences, en fait. et c'était ça. Donc, la physique d'abord, les maths, bien sûr, mais... C'était plus, qu'est-ce que je vais faire comme étude pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Et bon, moi, j'allais pas chasser ou pêcher avec mon papa, mais j'ai toujours été encouragée. Mes parents m'ont toujours accompagnée, m'ont toujours aidée. Alors, j'avais pas une maman au foyer, mais j'avais une maman qui travaillait à la maison et au boulot. Mais encore le modèle, mais qui était déjà assoupli. Et je pense qu'effectivement, j'ai été encouragée dans ma voie de suivre les sciences. Et voilà. Oui, alors mes rêves de petite fille, je pense que mes parents ont toujours poussé vers l'excellence. Là aussi, je pense qu'en termes de génération, on a quand même cette chance. Moi, donc mes grands-parents étaient de la génération qui avait connu la guerre, enfin la précédente. Voilà. Donc ils avaient connu la guerre et ils étaient persuadés que mes parents vivraient mieux, qu'on s'orientait vers du progrès, et ce qui était le cas. Enfin, on était d'un milieu agricole, et c'est vrai que mes parents ont mieux vécu que mes grands-parents parce qu'il y a eu la modernisation, parce que effectivement le niveau de vie moyen, le confort matériel s'est amélioré, et mes parents aussi avaient cette vision de dire mais nos enfants vivront mieux que nous. Enfin, je veux dire, mes grands-parents pensaient que mes parents vivraient mieux, et mes parents pensaient qu'on vivrait mieux à condition de faire des études. Donc ça a toujours été un driver fort. Fille, garçon, il fallait faire des études. Après, j'avais un frère, et donc c'était, comme je vous dis, milieu agricole. Mes parents étaient agriculteurs. Et bon, je pense que j'ai vite intégré le fait que, intuitivement, il y a un garçon et une fille, sur une ferme. Voilà, en gros, c'est le garçon qui va reprendre la ferme, alors que je pense que ça m'aurait plu de reprendre, par exemple, la ferme parce qu'on est patron. J'avais un peu cette âme un peu d'être patron, d'être chef. Enfin, voilà, il y avait une motivation. Mais je pense que quand même, j'avais intégré qu'un garçon, une fille, voilà, c'était plutôt à moi de faire vraiment les études parce que, en gros, l'exploitation agricole, c'était plutôt pour le garçon. Donc, je pense que c'est ça qui a été le deuxième driver. D'une, j'avais cette volonté d'être un peu chef, on va dire. C'était un peu dans ma volonté profonde. Mais j'avais quand même intégré que l'exploitation agricole, naturellement, c'était pour le garçon, pas pour la fille. Et donc, il fallait que je fasse des études pour faire autre chose. Et quand même très poussé par mes parents. Pour eux, l'école, c'était sacré, quoi. Enfin, il fallait faire des études au maximum. Mais quand même, dans la vision, par exemple, de ma grand-mère, ça peut peut-être vous faire rire, mais elle nous voyait, mon frère et moi, réussir. Et si mon frère ne reprenait pas l'exploitation agricole, mon frère, le summum du succès, c'était d'être ingénieur, et moi, pharmacienne. Dans la vision de ma grand-mère, c'était le summum du summum, garçon ingénieur et fille pharmacienne. Du coup, un aspect qui est souvent un peu tabou, en tout cas dans ce type de réunion, mais que je souhaiterais qu'on évoque là, c'est la rémunération. Il est souvent rappelé dans les enquêtes statistiques que le salaire homme-femme est très inégal, avec des écarts allant à 20-30%, voire plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré directement, indirectement? Alors certaines personnes ici, je pense, sont sur des grilles dues à la fonction publique. Donc voilà, mais peut-être pour Pamela, toi qui en plus es chef d'entreprise, est-ce que tu l'as vécu et comment tu luttes contre ça de par ta position?
Alors, en France, c'est quand même un très gros tabou, les salaires. Donc, entre collègues, c'est un peu compliqué. Cependant, je pense que j'ai toujours bien négocié mon beefsteak, puisque je suis rentrée au-dessus de mes collègues. Bon, ils me voulaient vraiment, de toute façon, ils avaient signé la mission avant de m'embaucher, genre ils n'avaient pas trop le choix, les pauvres, de s'aligner sur ce que je demandais. J'ai jamais ressenti, moi, en IT, réellement une différence. Par contre, il faut se défendre. Et une fille se défend souvent moins bien. J'ai vu des collègues féminines, en effet, rester en dessous des petits jeunes qui arrivent après 10 ans d'expérience, en fait. J'ai le souvenir d'une directrice de projet chez ADO qui avait monté ADO. Au démarrage, l'IT, ils étaient 20 seulement, ils avaient tout monté. Et elle me dit, mon rêve, c'est d'arriver à 3300, en fait, le plafond sécu qui est à 3349. Bac plus 5, directrice de projet depuis plus de 20 ans, 25 ans, je crois. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, moi, je suis déjà au-dessus. J'ai 4 ans d'expérience. Donc, c'est un petit problème. Et tous ses collègues, je connaissais ses collègues qui étaient des hommes, ils avaient au-dessus. Et elle, son rêve, c'était d'arriver à ce minimum de plafond sécu. Je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce rêve-là, en fait. Il faut vraiment... Donc oui, j'ai eu la chance de faire 2 fois et demi, 3 fois mon salaire en 9 ans, mais je me suis battue, en fait, pour ça. Et ce que je gagne, je le mérite au centime près, comme un homme. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ça, c'est oui, j'ai répondu à une annonce où honnêtement, je tremblais, mais je ne dépendais pas aux 9 cases. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On est en IT, je me plante. Retrouver un job, j'ai jamais posé une annonce quelque part. Par contre, des coups de fil, j'en ai reçu, j'en reçois encore. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Oui, c'est ça, il faut être compétent et le prouver, en fait. C'est ça, il faut le prouver. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut prouver plus peut-être qu'un homme, mais il faut le prouver. Donc moi, effectivement, je suis sur une grille de salaire et c'est la même pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas de problème. Donc moi, je n'ai pas non plus de problème de ce côté-là. Juste, ce que je disais, c'est qu'on constate que quand il faut demander une promotion ou une prime, les femmes y vont moins. Mais voilà. Donc moi pareil, je suis sur une grille effectivement, mais la Banque de France, c'est pour ça que je disais qu'on est assimilé, puisque la Banque de France est une entreprise, c'est pas un département du ministère de l'économie et des finances, c'est une société anonyme avec un actionnaire qui est l'État bien sûr, mais on a un fonctionnement quand même plus comme une entreprise. Par exemple, on a de l'intéressement, on a de la participation, c'est vrai que ça surprend un peu à la Banque de France, mais voilà, et on a des objectifs, ce qu'on appelle les PVR, des parts variables de rémunération qui commencent à être conséquentes. Moi j'ai une PVR qui représente à peu près, qui peut monter à plus de 10% de mon salaire. Voilà, bon, c'est pas les banques américaines, mais c'est pas la salle des marchés. Mais c'est quand même, ça commence à être important, donc avec quand même des indicateurs de performance qui font qu'on peut être à 0 ou à 10%, donc sur un salaire, c'est quand même relativement important. Et là aussi, c'est amusant parce que j'ai aussi mis des PVR parce que ils sont éligibles dans mon CODIR, donc les directeurs qui sont dans ma région. Et c'est vrai que là aussi, c'est assez amusant parce que les garçons sont plutôt... dès le mois de mars-avril, ils regardent déjà leurs indices de PVR et ils m'envoient un reporting en me disant c'est bon, là j'ai bien cranté, je suis à 50%, à 60%. Les filles, plutôt que je les pousse en disant mais attends, t'oublies pas tes objectifs. Ouais, mais j'ai tellement de trucs à faire. Ouais, mais je regarderai ça après. Voilà, c'est assez amusant. Les filles, plutôt que je les pousse pour leur dire oublie pas quand même tes objectifs de PVR, fais quand même une fixette sur tes objectifs de PVR pour pas te faire de pas atteindre un objectif, c'est ballot à 90% en fin d'année. Et souvent, elles sont moins focusées là-dessus, quoi. Enfin, ça semble moins prioritaire. Voilà, ça, je l'observe quand même. Donc, on l'a vu, une belle réussite pour chacune, mais dans 10 ans, vous voyez où? Laisse-moi réfléchir. Vous nous dites depuis tout à l'heure qu'il ne faut pas de limite, il faut se donner des ambitions. Donc j'imagine que vous avez
un poste, peut-être directrice de centre, peut-être remplacer Madame Lagarde, je ne sais pas, le prochain Bill Gates. Oui, j'aimerais bien, honnêtement. En fait, on est 3 associés, donc c'est moi la scientifique quand même du groupe. J'ai tout le pôle production et on a notre PDG qui part en retraite dans 6 ans. Donc Laurent, je te remplacerai. je pense sincèrement déjà, du coup, être PDG de ma société. Et également en fait l'agrandir, c'est-à-dire que j'ai des objectifs dans ma tête et je lui ai déjà dit dans 5 ans c'est x3 pour moi, et en nombre de collaborateurs et en chiffres, partir sur d'autres sujets technologiques comme la réalité virtuelle notamment. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition, au contraire en fait. Donc ça fait partie. Donc j'ai déjà mon chemin tracé, enfin dans ma tête en tout cas. Donc moi non, pas directrice du centre, tout simplement parce que notre directrice, elle fait plus de recherche depuis bien longtemps. Elle fait plus de science, elle fait de la politique, de l'administratif, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux rester dans la science. Donc oui, peut-être que j'aurais découvert plein de prix Nobel et tout ça. Non, je sais pas, mais dans la science en tout cas. Alors moi, même chose, c'est-à-dire je sais absolument pas, tout simplement parce que jusqu'à mon poste de directeur régional, c'était assez linéaire dans le sens où il y avait une logique, il y avait de moins en moins de postes, c'était un peu plus à chaque fois à l'arrache, mais dans les faits c'était logique, chef de service, service plus important, première direction départementale, deuxième direction départementale plus importante et après DR, si tout se passe bien, enfin directeur régional. Donc ça c'était assez écrit, voilà. Maintenant c'est un peu plus folklore. Parce que ça peut être ça peut être au siège, ça peut être à Francfort, à la BCE, ça peut être un détachement dans tout ce qui est toujours économique et finance. Voilà. C'est moins linéaire maintenant. Ce qui peut m'arriver maintenant est beaucoup moins linéaire et beaucoup plus coup de chance. Soudain, il y a un poste, on m'appelle. Et c'est pour ça. Donc là, c'est un peu plus brouillon dans le sens un peu plus suspense. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai clairement maintenant un niveau de salaire qui est très confortable, un confort matériel qui me va très bien. Et je ne suis pas prête à prendre un poste juste pour prendre un poste pour du galon et grappiller un peu de salaire. On n'a qu'une vie et j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. C'est-à-dire rester pas ma zone de confort, mais ce que j'aime bien, l'économie, la finance, manager du monde, parce que j'adore manager. Donc je ne prendrai pas un poste technique, parce que je vais m'ennuyer comme un rat mort si j'ai plus une équipe avec moi, avec qui je m'éclate bien et que j'ai envie de manager. Voilà, donc je suis plus prête à faire de concessions juste pour du galon ou pour grappiller quelques indices en termes de salaire. C'est vraiment l'intérêt du travail, même logique, c'est-à-dire... si c'est juste un poste pour un poste, un peu bling-bling, mais que ça ne m'intéresse pas, clairement, voilà. Donc j'ai une ambition forte, c'est de m'éclater dans mon boulot. Ça, c'est vachement ambitieux. Et ça fait les deux en même temps. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble au maximum. Est-ce que certains parmi vous auraient des questions et voudraient profiter de 3 profils différents ici ? Oui, bonjour, merci à vous 3. D'abord une remarque et après une question. Une remarque, c'est que même si vous n'êtes pas favorable à la discrimination positive et pas forcément engagé dans HTML et les sensibilisations, je vous y encourage parce qu'on a besoin de femmes comme vous dans le milieu de l'IT et des sciences pour, comme vous le disiez, pour avoir des modèles pour les jeunes femmes qui en manquent. Donc, je vous encourage à dire directrice et chercheuse et informaticienne et développeuse pour que déjà ces noms-là, pour nos enfants, nos filles, elles entendent ça, elles entendent directrice, elles savent que ça existe, directrice et développeuse. Donc voilà pour la première remarque. Et pour ma question, c'était est-ce que vous voyez une évolution positive dans vos milieux? Moi, je n'en vois pas. Je suis DRH depuis 5 ans en ESN. Je ne vois pas d'évolution positive de présence des femmes dans le numérique. On a une alternante ici, Marion, qui est en licence ici. Elle est la seule fille dans sa classe, dans sa promo.
Et c'était la même chose il y a 3 ans quand je recrutais rarement une femme. Donc, est-ce que vous voyez une évolution positive? Merci. Alors moi, j'enseigne dans des masters d'informatique et de réseau, de télécommunications. Et c'est vrai que, au mieux, j'ai 2 femmes dans chaque promo. Et c'est pareil. Et ça, c'est vraiment quelque chose... voilà, c'est ce qu'on disait. C'est effectivement un manque de femmes du départ. Parce qu'elles ne font pas les études qui mènent à ça. Et honnêtement, avec les dernières réformes du bac, je pense que ça ne va pas aider. Avec la suppression des maths au bac et tout ça. Non, je ne comprends même pas. Mais donc on y travaille. Et après... Juste une petite remarque, une parenthèse un peu par rapport à ce qu'on dit, on veut pousser vers la ségrégation aussi positive et également tout ce qui est parité. Maintenant, nous, on a plein de règles pour quand on constitue des jurys. Donc, que ce soit des jurys de soutenance de thèse, que ce soit des jurys de concours de la fonction publique, en tout cas pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Il faut respecter la parité, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 40% de chaque sexe dans un comité. En plus, suivant si c'est juste le bas de l'échelle ou un peu plus haut, forcément, on a besoin de gens qui correspondent à l'échelon. Et donc, s'il faut 40% de femmes et qu'on est, sur tout le quorum, on est 20%, ça nous fait 3 fois plus de travail. Et plus on monte, moins il y a de femmes, parce que justement, elles ne vont pas demander les promotions. Donc, moi, en tant que directrice de recherche, si on est 10%, c'est beaucoup. Mais il faut toujours assurer les 40% dans les concours. Et donc, voilà, c'est des exemples où je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit absolument pousser vers la parité et tout ça, puisque de toute façon, on n'a pas le quorum. Donc, on doit déjà justifier 2 fois plus de nos compétences, mais en plus, on nous demande beaucoup plus de travail, parce que c'est à nous d'y aller dans des proportions qui sont complètement différentes. Et bon, c'était une parenthèse qui était décalée de votre question, mais c'était aussi par rapport à tous ces aspects-là. Mais pour revenir à la question, peut-être... Moi, honnêtement, si on m'invite dans un jury et qu'on me dit qu'il y a 40% de femmes, je vais me dire pourquoi on m'invite? Parce que je suis une femme ou parce que je suis compétente? Enfin, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Je pense que ça doit être fait dès le départ. Donc, je connais les ESN qui ont un problème où déjà, je comprends même pas pourquoi ils veulent absolument recruter des femmes, même si, enfin, c'est une obsession, quoi. On est une femme et il y a mon ancienne société qui m'appelle. Tu connais pas des femmes qui veulent être... Je dis parce qu'elles sont femmes ou parce qu'elles sont bonnes? Parce que je comprends pas, en fait. Elles sont douées ou... Moi, j'ai une développeuse parmi 9. Et j'ai la chance, enfin, c'est la meilleure d'entre eux, en tout cas, c'est celle qui a réussi le mieux le test. Et honnêtement, enfin, Anne-Sophie est vraiment top. Mais je ne peux pas voter pour. C'est-à-dire que ce que je disais et ce que je dis, c'est que c'est le problème finalement à chacun. C'est-à-dire que dès l'enfance, nos enfants, il faut qu'on les éduque. Après, si on est là, c'est parce qu'on témoigne qu'on est quand même des femmes et qu'on peut réussir. Et mes filles, malgré tout, je dis girl power. Mais la discrimination positive, je trouve que c'est monstrueux. C'est un truc, enfin, de dire... Ma fille, j'ai pas envie qu'elle soit sur une liste électorale au municipal, 4e de liste ou 2e de liste, parce que c'est une fille et qu'on n'arrive pas à trouver des hommes, quoi. Et juste, oui, il faut les remplir. Allez, on va trouver des femmes. Non, c'est pas jouable. Et je pense que, par contre, ça s'empire si tu me dis qu'ils sont 2 dans chaque master. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. Hein. Nous, on était, de souvenirs, on était un peu plus quand même que de 1. Mais c'est dès le départ qu'il faut agir. Et ce qui est très rigolo dans les métiers du digital, si je peux me permettre, c'est que moi, mon équipe marketing digital, c'est que des femmes, et je trouve pas un homme. C'est du marketing digital, c'est-à-dire qu'elles font quand même de l'HTML, elles font du CSS, elles savent ce que c'est qu'un JavaScript, et il y a quand même un peu de technique. Et là, c'est que des femmes, je comprends pas. Et je reçois des CV, j'en reçois des tonnes et des tonnes, en fait, pas marketing, parce qu'il y a pas... Quand je vois une annonce et que j'en vois 400 qui me répondent dans la semaine, c'est un peu inquiétant. Et là, c'est que des femmes. Donc, elles veulent faire tous de la digitalisation, mais dans des métiers encore, soi-disant, un peu féminins. Oui, alors, je vous rassure, je suis très engagée dans pas mal d'associations, mais plutôt sur le côté mentorat.
Donc, par exemple, je suis sur l'association Little Big Women hein, qui fait vraiment la promotion des entrepreneurs. On fait du mentorat. Je suis sur Capital Filles. Là aussi, ça permet d'intervenir très vite sur des filles qui ont parfois des problèmes pour s'orienter, etc. Donc, je suis à fond sur l'aspect mentorat, rôle modèle, mais effectivement pas pour les quotas. Et le dernier exemple, c'était quand j'étais à Paris sur un poste justement de pilotage informatique. J'avais offert un poste et j'avais 6 candidats. Il y avait 5 filles et un garçon et j'ai retenu le garçon. Et mon association talentuelle m'a dit sur ce coup-là, t'as pas fait très fort. J'ai dit mais j'y ai même pas pensé. C'est-à-dire que quand j'ai reçu les personnes, je voyais vraiment des compétences, des gens avec qui j'avais envie de travailler. Il y avait les compétences et le savoir-être. Et clairement, le gars il cochait les cases et j'avais envie de travailler avec lui et pas forcément avec les 5 femmes. Et c'est vrai que sur ce coup-là, on m'a dit là franchement, j'ai dit bon désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Mais même dans le mental, quand je travaille, c'est pas quelque chose. Fille-garçon, pour moi, c'est assez transparent, quoi. Je vois vraiment le savoir-être et les personnes avec qui j'ai envie de travailler et si vraiment ils répondent au poste. Alors, quand même, pour répondre, nous, à la Banque de France, franchement, ça s'améliore. Avec un peu de temps, c'est-à-dire que c'est ça le risque, hein, c'est que nous on le fait quand même step by step, donc là on a 3 DR sur 13, au niveau des directeurs départementaux, je pense que maintenant on est peut-être à 35-40%. Voilà, si on avait mis brutalement des quotas, je crains quand même qu'on aurait tiré vers le haut peut-être des gens qui n'étaient pas capés. Au risque après d'avoir pas mal de chaos. Et ça, c'est pas bon. Alors là, en termes de contre-modèle, une fille qui se casse la figure juste parce qu'on l'a tirée vers le haut alors qu'elle n'était pas capée pour, je pense que ça peut faire plus de dégâts que le fait de montrer des rôles modèles, des gens qui réussissent parce qu'ils étaient capés, ils avaient envie et ils avaient le savoir-être qui va bien. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question éventuellement ? Non, on va en rester là. Hein. Ce que je retiens, c'est effectivement sensibiliser les femmes, oui, mettre en place des quotas ou des incitations particulières, non. Hein. Chacun ou chacune doit être reconnu pour ses compétences et sa personnalité. Et je pense que c'est un discours assez consensuel au final. Merci à tout le monde et je rappelle aux étudiants qui sont là que vous devez émarger. Il y a des feuilles qui vous attendent sur le bureau. Merci.